Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de l'inspecteur d'académie de Thiès, Gana Sen, qui a apporté lundi des précisions sur l'incident noté le même jour au collège Saint-Gabriel, réfutant toute polémique à propos du port du voile dans cet établissement, à suivre en début d'édition. Et puis, conférence de presse mardi, le mouvement Y en a marre a vivement critiqué cette initiative parlementaire émanant du député Amadouba, membre de PASTEF. Ce dernier a en effet proposé une interprétation de la loi d'amnistie votée par la 14e législature. Vous les entendrez dans ce journal. Et enfin, environ 17 057 enfants en danger et en conflit avec la loi ont été pris en charge en 2023. C'est ce que révèle le rapport national de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale lors d'un atelier de partage et de vulgarisation sur l'ampleur de la vulnérabilité des enfants. Les explications de la directrice générale de la protection judiciaire et sociale du ministère de la Justice, Madame Tal Aïssé Gassama, dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Merci de nous rester fidèles à Thiès. Un incident au port du voile a éclaté au collège Saint-Gabriel. L'inspecteur d'académie Gana Sen a tenu à apporter des précisions. Selon M. Sen, une enquête diligentée a fait ressortir le motif du renvoi qui est lié au fait que certains voiles cache entièrement l'uniforme du collège. Il a rappelé à l'administration du collège Saint-Gabriel de Thiès qu'une telle décision est contraire au texte en vigueur. Il s'est exprimé au micro de Mansour Diassé. C'est passé ce matin. Je voudrais également vraiment préciser une chose, que ce n'est pas une affaire de religion. Franchement, ça je voudrais être très clair, ce n'est pas une affaire de religion, mais c'est tout simplement un incident qui s'est produit ce matin suite à une situation constatée par l'administration du lycée. Situation qui a montré effectivement que quelques élèves, notamment des filles, peut-être portaient le voile de façon pas très adaptée. Parce que ça pouvait cacher, ça cachait par moment un peu l'insigne, etc. Alors que dans cet article, il est bien précisé qu'on doit porter le voile, les pères, sans préjudice vraiment aux autres croyances, etc. Alors sur la base de cet incident, le chef d'établissement a voulu, entre guillemets, marquer le coup en refusant l'accès, non pas seulement aux filles concernées, mais à tous les autres élèves qui portaient le voile. C'est peut-être là ce qu'on pourrait qualifier de maladresse. Parce que, et nous, malheureusement, on n'a pas été informés. Bon, il a voulu vraiment corriger cette situation en leur refusant l'accès. Ça constitue quand même, quoi qu'on dise, une faute. Parce que non seulement on a violé un peu les droits des enfants, mais aussi et surtout l'administration n'a pas été saisie. La leçon qu'on en tire, c'est que effectivement cette question du voile a été définitivement tranchée par les plus hautes autorités. Et puis, lors d'un point de presse tenu ce mardi 18 mars, le mouvement citoyen Y en a marre a réaffirmé son opposition ferme à la loi interprétative proposé par le PASTEF. Le ton était sans équivoque. Nous voulons une abrogation pure et simple, a déclaré le collectif, rappelant les événements tragiques de l'année dernière. Abdourafor Kandji, porte-parole du jour, au micro de Mansour Diassé. C'est ce qui nous a amené des violences, c'est ce qui a amené des gens à sortir, à manifester. Et c'est ce qui nous a poursuivi jusqu'en 2024. Et là aussi, les manifestations ont continué. Les arrestations ont continué, la répression a continué. Des citoyens sénégalais ont perdu des membres.
Des citoyens sénégalais ont perdu la vie, des citoyens sénégalais ont été emprisonnés de façon arbitraire. C'est dans ce contexte-là que cette loi d'amnistie a été votée par le régime de Macky Sall. Nous avions dénoncé cette loi. Et l'autre acteur qui est actuellement au pouvoir, c'est Pastef. L'actuel Premier ministre, à sa sortie de prison, lors d'une conférence de presse, avait dit qu'il n'était pas demandeur de cette loi d'amnistie. Et avant même lui, ses députés, leurs députés à l'Assemblée nationale, avaient voté contre cette loi. Parce que pour eux, cette loi, aussi, telle qu'elle a été libellée, prenait en compte des crimes de sang. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons durant ces quelques jours? Il y a un changement de langage. La sémantique commence à évoluer au sein de la mouvance présidentielle. Maintenant, on ne nous parle plus d'abrogation de la loi, on nous parle de loi interprétative. Pourquoi aujourd'hui Pastef voudrait interpréter cette loi pour laquelle il avait voté contre? Pour nous, cela relève quand même de l'incohérence. Il y en a marre comme d'autres acteurs s'insurgent pour que cette loi soit stoppée, cette proposition de loi soit stoppée et qu'on parte vers l'abrogation pure et simple de cette loi. Il faut aujourd'hui rappeler à Diomaye Diakhar Faye qu'il avait promis aux Sénégalais d'être au-dessus de la mêlée. Je vous l'annonçais en titre, environ 17 057 enfants en danger et en conflit avec la loi ont été pris en charge en 2023. C'est ce que révèle le rapport national de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale lors d'un atelier de partage et de vulgarisation sur l'ampleur de la vulnérabilité des enfants. Une prise en charge réussie grâce au centre de formation professionnelle des services AEMO. Cependant, l'insuffisance de ces centres et éducateurs reste un réel défi que précise la directrice générale de la protection judiciaire et sociale du ministère de la Justice, Madame Tal Aïssé Gassama, au micro d'Aïssa Touba. Comme vous le savez, la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, c'est une structure du ministère de la Justice qui est chargée de mettre en œuvre la politique publique en matière de protection judiciaire et sociale des enfants victimes, les enfants témoins, les enfants en conflit avec la loi et les jeunes majeurs de moins de 21 ans en danger. D'abord, nous avons les centres qui sont au nombre de 12. Nous avons 4 centres de sauvegarde. Nous avons 4 centres de premier accueil, 3 centres polyvalents et un centre d'adaptation sociale qui, en 2023, ont pris en charge 5 297 enfants dans des sections scolaires et dans des filières d'initiation et d'apprentissage professionnel. À côté de ces centres, nous avons les services AEMO, qui sont des services de l'action éducative et de protection sociale en milieu ouvert, qui sont implantés dans tous les ressorts de tribunaux de grande instance et de tribunaux d'instance. Nous en avons 48. Au cours de l'année 2023, ces services AEMO ont pris en charge 11 297 enfants. Donc, si on totalise tous ces enfants qui ont été pris en charge aussi bien par les centres que par les services AEMO, nous sommes à 17 057 enfants. Malgré tout ça, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas suffisamment de centres. On se rend compte que les zones urbaines sont beaucoup plus affectées par la vulnérabilité que les zones rurales, avec Dakar qui totalise 33% de la prise en charge, suivi de Thiès et ensuite de Ziguinchor. Mais l'élément le plus important, nous vraiment qu'on a retenu, c'est le cas des enfants qui sont en conflit avec la loi et qui sont placés sous mandat de dépôt. Sur les dossiers pour lesquels c'est la procédure de flagrant délit qui a été utilisée, 84% des enfants sont placés sous mandat de dépôt. Alors que ça doit être une mesure exceptionnelle. Les personnes déplacées de retour dans la région de Ziguinchor, au nombre de 666, vont bénéficier de l'appui des autorités publiques d'un montant de près de 100 millions de francs. L'annonce a été faite par le directeur général à la protection sociale et à la solidarité nationale, Matar Sen, à Niassa. Selon lui, cette aide vise à améliorer la situation de ces personnes compte tenu de la conjoncture économique assez difficile. Il est au micro d'Aïssa Touba.
les autorités ont décidé d'accompagner le retour des personnes déplacées ici présentes en allouant à chaque personne une subvention de 150 000. Au total, 666 personnes de la région de Ziguinchor vont bénéficier de cet appui, soit un montant global de 99 900 000. Par ailleurs, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, que j'ai l'insigne honneur de diriger, envisage d'intervenir très prochainement dans les régions de Ziguinchor pour accompagner les ménages agricoles, d'éleveurs et de pêcheurs vulnérables dans le cadre du programme de résilience agricole PRA. Ce programme a pour objectif de faciliter l'accès des ménages vulnérables aux intrants et aux petits matériels agricoles. Dans ce sens, il est bon de souligner que la DGPSL est déjà présente dans les 3 départements de la région dans le cadre de Yoko Komkom qui vise l'autonomisation des ménages du programme national de bourse de solidarité familiale. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie nous permet d'écrire ensemble une nouvelle page pour le retour définitif de la paix et par là jeter les bases de l'émergence de la grande Casamance naturelle. Mesdames, Messieurs, chers bénéficiaires, votre retour dans vos villages respectifs est un droit absolu qui réconforte non seulement vos parents, mais également le président de la République et son gouvernement. Et puis le directeur du groupe Sonatel et la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide d'Air ont signé ce lundi à Dakar une convention de partenariat. L'objectif est de réduire la fracture numérique dans le secteur de l'entrepreneuriat. Les 2 parties s'engagent à faire du numérique un véhicule de développement de l'entrepreneuriat au Sénégal. Des propos recueillis par Ndella Ndiaye. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de bâtir un écosystème entrepreneurial inclusif, performant, harmonieux, capable de faire émerger les champions numériques sénégalais de demain. Ces champions seront les véritables moteurs d'une croissance économique durable, mais aussi seront les supports de cette croissance, de cette stratégie numérique qui va soutenir la croissance inclusive, créatrice d'emplois pour la jeunesse de notre pays. Ensemble, nous allons investir dans l'avenir. Et cela passera donc par la transformation du campus numérique de Bambey en un véritable hub d'innovation, un lieu où les jeunes pourront accueillir les compétences numériques indispensables pour les emplois de demain. Nous allons travailler également à renforcer la connectivité, en particulier dans les zones comme Médina Yoro Fula, car nous croyons que l'accès au numérique est un droit fondamental, un vecteur d'inclusion et de développement. Ensemble, nous continuerons à travailler sans relâche pour réduire la fracture numérique, pour que chaque Sénégalais, où qu'il soit, puisse bénéficier des opportunités offertes par le numérique. Nous allons donc créer un écosystème numérique inclusif, où l'innovation est au service de tous et où le développement économique rime avec progrès. Poursuivons ce 20h avec l'actualité hors de nos frontières. Le Niger annonce son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce lundi 17 mars, le Burkina Faso a déjà annoncé une démarche similaire alors qu'un coup de fil qui pourrait être décisif pour l'Ukraine est attendu ce mardi entre Trump et Poutine. La synthèse de l'actualité internationale avec Mam Awassal. Hors de chez nous, à quelques heures de l'ouverture prévue à Luanda, des pourparlers annoncés par la médiation angolaise ce mardi 18 mars, des doutes qui persistaient sur la participation des différentes parties se dissipent. L'AFC M23 a annulé sa participation. Un ordre de mission avait pourtant été établi, signé par Corneille Nangaa. Il prévoyait une délégation de 5 personnes conduite par le secrétaire exécutif de l'AFC M23. Le
Niger a annoncé ce lundi 17 mars son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Niamey avait été suspendu de l'organisation quelques mois après le coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet 2023. Selon l'OIF, le Burkina Faso a déjà annoncé une démarche similaire. Les rebelles houthis du Yémen soutenus par l'Iran ont dénoncé ce mardi 18 mars les frappes israéliennes meurtrières dans la nuit dans la bande de Gaza et promis de poursuivre l'escalade. Après avoir menacé récemment d'attaquer des navires israéliens à mer Rouge, nous condamnons la reprise de l'agression de l'ennemi sioniste contre la bande de Gaza, a affirmé le Conseil politique suprême du mouvement dans un communiqué en affirmant que le Yémen continuera à soutenir les Palestiniens et à intensifier la confrontation. Le coup de téléphone qui doit avoir lieu ce mardi 18 mars entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait être décisif pour l'avenir de l'Ukraine. Les deux chefs d'État vont discuter des conditions d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, une négociation dont les Européens sont toujours tenus à l'écart malgré les efforts d'Emmanuel Macron pour qu'ils aient leur place à la table des. Merci Sokhna Mame Awa Sall pour cette belle rubrique de l'actualité internationale. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir.